Juste, est-ce que vous avez quelques pistes d'accompagnement des villes? Parce qu'on voit bien qu'elles ont besoin d'être accompagnées sur toutes ces questions et qu'on est plutôt dans la réaction. Voilà, quelques pistes. Alors, très bonne question. Je ne sais pas si je pourrais y répondre en détail. Je pense déjà que quelque chose de classique qui peut être fait, c'est une politique de redistribution de la richesse entre les villes. Alors la loi a changé récemment, du coup c'est un discours qui est plus tellement d'actualité, il faudra que je réactualise, mais avant par exemple les impôts locaux c'était quelque chose qui permettait à des villes de se développer, sauf qu'à Alès, 45% de la population touche le RSA, donc c'est des gens qui ne payent pas d'impôts locaux. Donc comment la ville finalement génère des ressources à l'échelle locale pour pouvoir développer des activités économiques alors que les gens ne participent pas finalement aux politiques financières de la ville. Par contre, à l'échelle de la région, les régions sont des structures qui ont de plus en plus de pouvoir. Il peut y avoir de réelles politiques de redistribution de la richesse. Dans le Languedoc-Roussillon, pour reprendre le cas d'Alès, la ville riche, c'est Montpellier. C'est Montpellier qui aujourd'hui attire énormément les populations assez aisées. Donc on pourrait penser une politique de redistribution entre Montpellier et Alès, entre Toulouse et les villes des Pyrénées qui sont également sujets au même processus qu'Alès par rapport à ça. Pareil pour Lyon et Saint-Étienne, je pense qu'il peut y avoir des complémentarités à ce niveau-là. Voilà, c'est une réponse très, très partielle, j'en suis désolé, mais c'est vrai que ça a creusé tout ça. Du coup, pour la compléter un peu ta réponse, nous, à notre échelle, Gentilly, ou comme nos amis de Romainville ou de Montreuil, on est dans un nouveau dessin, en fait, des agglomérations avec le redimensionnement de nos territoires. Donc on avait, il y a 20 ans, encore une échelle communale, ensuite on a une échelle de communauté de communes, et maintenant on est dans des vastes territoires. Et Gentilly fait partie du deuxième plus grand territoire de la métropole de Paris. C'est 600 000 habitants. Donc là, effectivement, il faut se poser la question de l'égalité des territoires. Comment on va redistribuer? C'est une des positions de la mairie, c'est ne pas se fâcher avec les uns et les autres, et c'est se mettre en position pour récupérer de la fiscalité de ce territoire et aussi de la métropole. Donc c'est pour ça que Gentilly a envie d'arriver à 20 000 habitants. Donc c'est pour ça qu'il y a des projets d'urbanisation. Et on revient un peu à la question de fond, c'est est-ce qu'on laisse nos décideurs décider seuls, finalement, sans l'avis des populations, quel type d'urbanisme on va faire? On se rend bien compte qu'ici, c'est plutôt du coup par coup, et ça va être pour du gagne petit, finalement, mais sans vision programmatique et sans concertation avec les citoyens. Oui, moi je voulais intervenir sur cette question en fait, sur le problème de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que, vous savez, l'idée c'était, le Grand Paris, c'est de dire il faut être compétitif contre Rotterdam, contre Londres, je ne sais quoi. Et donc on vient concentrer le logement sur nos banlieues, mais dès qu'on a le logement, après il faut les équipements publics. Et donc il faut le collège, l'école, le supermarché, etc. Donc on n'arrête pas de bâtir, et on bâtit où? Dans les espaces verts. Hein. Nous, à Montreuil, je vous dis, la dernière école, elle s'est faite dans un square, hein, tout simplement. Alors, ils le font intelligemment, mais ils le font quand même dans un square. Bon, voilà. Et vous avez des départements français, je ne parle pas des départements de montagne, je parle de la Nièvre, de Bois, tout ça, qui perd depuis 10 ans des habitants. Parce qu'il y a une attraction vers Lyon, vers Bordeaux, Toulouse, Paris, mais voilà, il y a une déperdition. Je crois qu'il y a quand même une réflexion de nos politiques à essayer d'avoir un territoire équilibré. Hein. On vit très bien à Paris, en région parisienne, il y a la culture, il y a l'éducation, il y a tout ce qu'il faut. C'est pas une raison pour qu'il n'y ait rien ailleurs, quoi, je veux dire. Voilà, quoi, il y a quand même une question à se poser à ce niveau-là. Et cette question est portée par personne. Vous entendez personne parler de ça, quoi. Alors peut-être qu'il faut des mesures fiscales pour faire que les départements qui perdent des habitants, eh bien les gens ils trouvent un intérêt à commencer à y habiter. Voilà, merci. Juste pour rebondir un peu sur ce que disait Monsieur Mage, c'est que il y a deux choses qui jouent selon moi sur l'égalité des territoires. C'est en fait pendant les 30 glorieuses, Charles de Gaulle avait mis en place une politique qui spécialisait les territoires. C'est-à-dire qu'il avait développé ce qu'on appelle les avantages comparatifs. C'est pour ça que Airbus est à Toulouse et c'est pour ça que Palavas-les-Fosses c'est une station balnéaire. Il avait dit Toulouse va devenir une capitale industrielle. En échange, le Languedoc va devenir une région d'attractivité touristique. Sauf que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que forcément
une structure comme Airbus crée beaucoup plus de flux économiques que des stations balnéaires. Donc je pense que repenser l'égalité des territoires, c'est penser la diversité économique d'une part de chaque territoire. Et enfin, pour finir sur une bonne note, mais qui concerne plutôt les petites villes, et les petites villes surtout en décroissance, c'est-à-dire que les villes qui perdent... On se rapproche. C'est-à-dire des villes qui perdent de leur population. Il y a une nouvelle loi qui est selon moi très intéressante et qui est passée récemment, c'est qu'avant, dans les villes, on n'avait pas le droit finalement de déconstruire sans reconstruire après. À partir du moment où il y avait une politique de déconstruction urbaine, on était obligé de réaménager à travers une construction urbaine. Aujourd'hui, finalement, c'est plus le cas. On peut détruire et porter un projet qui n'est pas lié à une urbanisation. Il n'y a pas de taxe de construction parce qu'on a une taxe quand on a un terrain vacant en fait. Est-ce qu'il y a toujours cette taxe de construction quand on a un terrain vacant? Il faut faire tout ça il y a peu de temps et... Ouais. Alors, bonne question, je ne saurais pas vous répondre, mais juste un exemple qu'il y a dans mon projet de recherche, c'est la Grande Combe, qui est une région juste à côté, une petite ville juste à côté d'Alès en fait. C'est une ville c'était un village de 3000 habitants qui a explosé à l'époque minière. De 3000 habitants, c'est passé à 15 000 habitants. Les mines ont fermé, c'est de nouveau 3000 habitants. Mais il y a toujours le parc urbain pour accueillir 15 000 habitants. Donc c'est une ville fantôme. Et du coup, ça serait très intéressant aujourd'hui pour la mairie de pouvoir détruire sans reconstruire et de porter des projets écologiques, type jardin, type parc, justement pour cette ville et donner une nouvelle identité à la ville par ces projets de décroissance. En fait. Parce que ce sont des projets de décroissance. Oui, il y a aussi une autre idée qui a émergé chez nos élus et qu'on a entendue, c'est que les zones pavillonnaires, par exemple, sont considérées comme des zones à haut potentiel d'urbanisation. Et ça, il faut qu'on fasse extrêmement attention à ça. Alors on a quand même des outils. On a des outils et les outils sont le PLU qui va être piloté par le SCOT, qui lui-même va être piloté par le SRADEL. Alors ce sont des termes un petit peu techniques comme ça, mais ce sont des schémas régionaux de cohérence territoriale ou des schémas régionaux d'aménagement durable et d'égalité des territoires. Donc il y a quand même une espèce de millefeuille administratif qui va prendre en compte en fait les directives internationales, nationales et régionales sur la préservation de la nature, le bien vivre, etc., etc. Aussi les nécessités de loger mieux les gens. Et comme on l'a dit tout à l'heure, loger mieux les gens, c'est pas forcément faire des immeubles et avec beaucoup d'appartements, c'est aussi avoir des espaces de vie, de lieux, de rencontres et d'épanouissement de la biodiversité. Donc il faut, c'est là l'intérêt en fait qu'on a de s'associer tous ensemble et de se coordonner dans une coordination régionale, par exemple, c'est de montrer une force citoyenne, de montrer que les gens s'intéressent à leur territoire à différentes échelles. On a le local, on a 0,43% du territoire ici au niveau de l'îlot vert de Gentilly, qui Gentilly est une toute petite commune à l'échelle du territoire T12, qui est même plus petit à l'échelle de la métropole. Mais bref, on s'organise, on se coordonne ensemble, on peut espérer influer sur les décisions de nos politiques et surtout pouvoir mettre en avant en fait et s'appuyer sur les directives qui, à mon avis, commencent à aller dans le bon sens en termes de préservation des espaces verts. Maintenant, il faut que les politiques se les approprient et qu'ils puissent prendre des décisions qui soient en accord avec tous. Oui, moi je voudrais une petite intervention peut-être un peu négative, mais qui est quand même fondée sur une expérience un peu longue, un peu générale. C'est que faut pas oublier, faut pas négliger que les politiques, comme d'autres humains, ont une propension à la paresse tout à fait prégnante et particulièrement. Et donc, et là on le voit un peu partout, lorsqu'ils sont gênés pour boucler leur budget, tout simplement, pour des raisons variables et variées, ont un réflexe extrêmement paresseux, mais tout à fait efficace à très court terme, de vendre ce qu'on appelle les bijoux de famille, et on le voit maintenant partout. C'est l'intérêt de gagner un budget, même pas deux, parce que c'est un fusil à tirer à un coup. Mais ça, c'est quand même assez généralisé et c'est extrêmement préoccupant parce que effectivement, et puis les promoteurs, là, tout à l'heure j'entendais la maire qui disait que 22 équipes avaient jeté leur dévolu sur ce terrain, sur cet îlot. Oui, c'est quand même plus facile quand tout est déjà libre
et qu'en plus c'est du champ de patates, comme disaient les architectes. Donc bon, voilà, je crois qu'il faut quand même qu'on soit extrêmement, doublement vigilant, parce que d'abord les politiques ont difficilement une vision à long terme du fait de la taille de leur mandat. Ginette disait 5 ans, c'est 6 ans, mais c'est quand même pas très long. Et donc à partir de là, avoir une vision à long terme, pour eux c'est antinomique à notre organisation politique en général, quoi. Voilà, c'est un élément de réflexion qu'il ne faut pas qu'on perde, et cette paresse elle est extrêmement réelle et on la constate tous les jours, quoi. Merci beaucoup. Tu me donnes la main parce que le dernier intervenant est arrivé, c'est monsieur Alain Mazot, qui est climatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, qui fait partie de l'Institut Pierre-Simon de Laplace. Et du coup, tu parlais d'un temps, un temps d'action. Bah là, on est arrivé dans un temps d'urgence avec le réchauffement climatique. Et monsieur Mazot, bah merci de venir et de nous ramener le soleil.